Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer les secrets cachés du mythique compresseur Fairchild. Je vous dis secrets cachés, mais en réalité, c'est pas vraiment des secrets qui sont cachés. Ce sont seulement des choses qu'on peut savoir si on lit vraiment attentivement le manuel. Et la version qu'on va voir aujourd'hui, c'est la version de UAD, qui est très certainement la plus fidèle. C'est elle qui a vraiment le plus d'options. Puis petite parenthèse, là, avant de commencer, on a le Fairchild 670, qui est la version stéréo. Puis on a aussi le Fairchild 660. Une chose, faut pas se méprendre, là. Le 670, c'est pas juste deux fois le 660, c'est vraiment deux unités différentes. Le 660 a été émulé à partir d'une unité mono et le 670 à partir d'une unité stéréo. Puis, si je ne l'ai pas déjà mentionné, c'est des compresseurs à lampes là, qui possèdent, là, qui contenaient, puis qui contiennent toujours là, une vingtaine de lampes. Fait que c'est vraiment un tone machine, ça colore beaucoup. On peut vraiment beaucoup s'amuser. Fait qu'on va voir justement les différents secrets cachés de ce compresseur-là. Je vais vous donner quelques petits conseils sur son utilisation. Alors, la batterie qu'on entend, c'est tiré d'une pièce qui s'appelle « Vous n'êtes pas en reste » du groupe Asphalt, qui a sorti son album Boxon Intégral tout récemment. Je voulais juste le mentionner en passant. Fait qu'on va écouter la batterie sans le compresseur. Je vais lancer le compresseur, je vais me promener dans les différents paramètres. Sans le compresseur. Fait que premièrement, évidemment, le niveau d'input. Important de garder en tête que l'input, plus on crank, puis plus ça va saturer. Si on veut encore plus saturer, on utilise l'option HR, qui est HR pour Headroom. Fait que soit on peut avoir plus d'input, puis moins d'output. Fait que ça va contrôler l'input et l'output simultanément. Ou si on veut qu'il soit encore plus clean, on y va dans le sens anti-horaire. Et puis là, on va avoir moins de saturation. C'est très utile, par exemple, en contexte de mastering. Si vous mettez ça sur votre master, vous pouvez vous retrouver avec un master qui va être peut-être un petit peu trop coloré. Mais là, on tourne dans le sens anti-horaire pour avoir plus de headroom, puis ça va être plus transparent. Ça peut être très utile. Ensuite de ça, bien évidemment, là, on ne passera pas nécessairement en revue. On a le metering. On peut avoir soit le niveau d'entrée, soit le taux d'atténuation ou le niveau de sortie. Fait que ça, c'est assez simple. Le threshold, qui est le niveau à partir duquel le compresseur va entrer en fonction. Juste avancer un petit peu ici. Voilà. Fait que le threshold. Fait que ce qui est important de garder en tête, c'est que l'input, c'est pas le but de l'input n'est pas uniquement d'avoir assez de signal pour compresser, mais ça permet vraiment de gérer la coloration. Puis sur la basse électrique, là, on va peut-être l'essayer tantôt là, sur la base. Vous allez voir que ça s'entend assez rapidement sur la base, justement, les différences au niveau de l'input. Le time constant, ça va influencer la vitesse d'attaque et de release. Souvent sur la batterie, on va utiliser le 1 ou le 2. Le 1 va avoir une attaque de 200 millisecondes avec un release de 300. Ça se peut, je me trompe là. Indiquez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Puis le 2, c'est une attaque de 200 millisecondes avec un release de 800 millisecondes. Le 3 et le 4, je me souviens plus exactement. Là, on est dans des temps d'attaque puis de release très, très, très lents. Puis 5 et 6, on est dans des modes adaptif. Autrement dit, la vitesse de release puis d'attaque va s'adapter selon le signal, selon le contenu. Fait que généralement, sur le 6, par exemple, le release va être plus rapide sur les transients. Fait que vous voyez, là, sur les pics de dynamique, c'est quand même assez rapide, là. Fait que ça peut être des modes qui sont très intéressants sur des instruments, par exemple, comme la voix. Vous irez l'essayer, peut-être le 6 là, sur la voix, ça peut être vraiment très, très cool. Moi, en général, j'utilise le 1 ou le 2, très souvent le 1. Ensuite de ça, un autre élément très important pour la couleur, c'est le DC Threshold. Le DC Threshold, en gros, là, ça va influencer le nid. Ça va aussi avoir une incidence sur le ratio, sur d'autres éléments là, du comportement, mais en gros, c'est le nid. Fait que c'est la transition des passages non compressés aux passages compressés. Plus on tourne dans le sens horaire, plus on va avoir un nid qui est doux, plus ça va, on va avoir cette couleur-là très, très ronde, très chaude du 1176, du Fairchild. Puis dans le sens anti-horaire, ça va être beaucoup plus punché, beaucoup plus agressif.
Puis on a le OWR, c'est pour le Ocean Way, le setting de Ocean Way. Qui est le studio qui a prêté l'unité que UAD a utilisé pour faire son plugin. Là. Fait que ça, c'est le setting. Puisqu'à la base, ça, c'est un setting qu'on retrouve à l'arrière du compresseur, qu'on peut ajuster sur le compresseur. Là. Vous voyez, hein, beaucoup plus ouvert, là, il compresse presque plus. Il faut vraiment que je vienne cranker l'input pour avoir plus de signal. Je pourrais aussi utiliser le headroom. Vous voyez, beaucoup plus dur, hein, beaucoup plus agressif. Ça ressemble un petit peu plus à, par exemple, à un 1176 où on aurait tous les contrôles là, de ratio enclenchés en même temps. Ça peut être vraiment intéressant pour justement des rooms ou des fois sur d'autres contextes sur la batterie. Puis on pourrait ramener un petit peu du mix wet drive pour que ça soit plus naturel. Ça donnerait une batterie très punchée, très agressive. Ça, d'ailleurs, le mix wet dry, c'est vraiment exclusif au plugin. C'est un des avantages du monde du numérique. Là. Fait qu'on va revenir à notre setting là, de base. Ensuite de ça, on a le Automatic Gain Control. Soit on fonctionne en mode gauche-droite, vraiment standard. C'est les deux côtés là, qui compressent en même temps. On peut délinker ici les côtés pour que ce soit un dual mono. Là, dans le contexte comme ça de la batterie, ça va pas nécessairement s'entendre, mais sur des overheads, ça s'entendrait. Sur des fois, le mastering aussi, si on veut que les deux côtés soient indépendants, ça peut être intéressant. Et on a le mode latéral vertical. Ça, c'est intéressant parce que à la base, ce mode-là a pour but de nous aider à faire des vinyl master plus forts en volume. Fait que latéral pour, dans le fond, la compression du centre, vertical, la compression des côtés. C'est une compression MS. Puis quand on utilise ce type de compression-là, ben, ça nous permettait de faire des vinyles plus fort en volume et ça nous permettait d'avoir plus de longueur de temps parce qu'on a une limitation de genre 22 minutes sur le vinyle. Puis si on veut augmenter la qualité, avoir plus de low-end, ben là, on réduit le temps qu'on peut graver sur le vinyle, mais en compressant, ça nous permet justement d'avoir plus de temps puis d'aller chercher beaucoup plus de volume. Fait que la guerre du volume, hein, ça date pas uniquement du monde du numérique, ça a commencé à l'ère du vinyle, puis en fait, même dès le début de la radio, on compressait, puis on voulait avoir une diffusion radio plus forte pour que les gens, quand ils changent de poste, ça soit plus loud puis qu'ils restent sur le poste de radio. Hein. Fait que la guerre du volume, hein, ça date pas d'hier, les amis. Fait que si je le mets ici comme ça, linké en mode latéral, vous allez voir le centre puis le côté va vraiment compresser différemment. En fait, je vais les délinker, excusez-moi. Et on voit que en mode stéréo versus MS, c'est pas le même taux de compression puis il se comporte un peu différemment. Ça, ben, je ne rentrerai pas dans les détails de comment c'est géré au niveau de la matrice interne, etc. Si on délink, vous voyez là, on a le centre qui compresse énormément, les côtés qui compressent moins. Puis cela dit, le left puis right input, ça reste quand même le gauche puis le droite. Hein. Ça ne devient pas le mid ou le side. Hein. Ça reste le gauche puis le droit. La même chose ici au niveau de l'output. C'est gauche-droite encore une fois. Là. On n'a pas de contrôle sur le volume du centre et du côté indépendamment. Fait que ça, très intéressant ce petit détail-là au niveau de la compression du MS. Et puis, ben, finalement, dans nos derniers contrôles qu'on va retrouver, ben, on a notre sidechain. Notre sidechain qui nous permet d'avoir que ça réagisse moins aux basses. Fait que ça, si on veut, par exemple, laisser passer un petit peu du kick, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, quand le kick compresse trop, une fois qu'on a la compression sur le master stéréo, la compression, le limiteur et tout ça, ben notre kick, il manque de définition. Fait que là, on peut le laisser passer comme ça. Puis ça nous donne... Ça aussi, c'est exclusif là, à la version plugin, là, cette option sidechain-là pour le Fairchild. Fait que sans le compresseur... Avec, c'est sûr que c'est un compresseur qui est très, très coloré. Hein? Les Beatles, hein, à l'époque, vraiment, Ringo, lui, ne voulait que sa batterie soit mixée uniquement en passant par le Fairchild. Une fois qu'il a entendu ça une première fois, il ne voulait que ça. Puis ça fait partie du son de la signature hein, des Beatles à l'époque, hein, parce que c'était...
un peu... Ils ont été les premiers, dans le fond, à torcher comme ça un compresseur, là. Très cool compresseur. Puis rapidement, hein, je vais le mettre sur la base juste pour vous montrer un petit peu là, comment on peut vraiment utiliser ce compresseur-là comme un tone machine ou que moi, que je trouve intéressant, puis ça, je fais ça aussi sur la voix, vous expérimenterez avec ça, c'est en ajustant l'input, sans toucher au threshold, on peut vraiment gérer le niveau de distorsion de saturation et après, on vient contrôler le taux de compression. Là, j'ai aussi là, une distorsion là, placée après là, qui venait colorer un petit peu trop. J'ai juste la bypasser pour l'instant, vous entendiez mieux. Là, là c'est vraiment la coloration. Là, c'était mon sans-ample qui faisait une belle, là, qui torchait plus. Là. Fait que là, ça venait biaiser légèrement le test. Là. Mais vous l'entendez quand même. Ça, je trouve ça vraiment intéressant sur la voix, parce que là, c'est quand même plus subtil là, la saturation du Fairchild. Mais ça, moi, je trouve sur les voix, surtout des voix des fois qui sont minces, ça permet d'aller chercher plus de rondeur dans les low mid, plus d'harmonique. Et après ça, ben, on descend tout simplement le niveau de sortie, puis on ajuste notre threshold pour obtenir le niveau de compression désiré. Là. Fait qu'encore une fois, un petit peu comme le Halo 2A, c'est pas seulement des compresseurs, je trouve que c'est des tone machines, ça nous permet vraiment de colorer le signal de différentes façons. Puis on fait ça en contexte, on fait ça dans le mix pour voir comment ça vient asseoir justement notre instrument. Puis c'est un outil qui est, je trouve, super intéressant, super instinctif là, à utiliser. Fait que voilà, c'est tout pour ma petite capsule sur le Fairchild, les amis. Quelle autre unité mythique devrais-je aborder dans ma prochaine vidéo du genre? Là? Écrivez-moi ça dans la section commentaires. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique.